On va parler de compétences entrepreneuriales. Quelles sont-elles? Comment les acquérir quand on est chercheur? Faut-il se lancer seul? Je crois que la réponse, on commence à la connaître. Donc, je vais appeler les différents panélistes à me rejoindre. Je vais les énoncer. Donc, c'est Valérie Lecane, Carole Lambert, Frédéric Fourreau, Aurélien Yeul, Sophie... Non, il me semble que Sophie Langouet n'est pas des nôtres, malheureusement. Jean-Charles Herviot, je vous invite à prendre un micro au pupitre qu'il y a là-bas et à me rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir. Installez-vous, je vous en prie. Et donc sur cette thématique qu'on désire tous en savoir plus, les compétences, on se demande lesquelles, et des fois il y en a certaines qui de façon surprenante on développe en parallèle du laboratoire. Je vous laisse en tout cas ces 30 prochaines minutes pour discuter de tout ça. Merci. Eh bien, merci pour ce propos introductif. Sans plus tarder, je vais réénoncer quand même les témoins et les experts de cette table ronde, parce que c'est important quand même de bien se connaître. Alors, à ma gauche, le CTO et fondateur de Dilepix depuis 2018, Aurélien Yeul, qui a été ingénieur de recherche à l'INRIA durant 7 ans, avant de basculer dans l'aventure entrepreneuriale sur un de ses projets de recherche. Donc, je vais essayer de faire le pitch très rapide de Dilepix, mais tu m'en voudras pas. Donc, c'est une solution de monitoring basée sur l'analyse d'images qui est plutôt orientée sur le secteur de l'agriculture et qui permet de traiter les menaces et les opportunités permettant d'impacter l'efficacité de l'exploitation agricole. Parfait. Chouette. Frédéric Fourreau, directeur des opérations et associé chez SenseIn, et aussi directeur général de IRMA, l'Institut régional des matériaux avancés. Tu as pratiqué l'innovation sous toutes ses faces. C'est vrai qu'on a longuement échangé durant cette préparation de table, et je pense que tu pourrais nous en dire plus, mais ça va du financement à la maturation de projets issus de R&D de grands groupes, en passant par la mise en marché et les process d'industrialisation. SenseIn, pareil, je me prête à ce petit jeu qui développe des solutions de capteurs notamment, intégrés au cœur de la matière pour monitorer des équipements ou des structures composites. Voilà, et permettre donc le suivi de process de fabrication et de sécuriser les usages. Tout à fait. Et donc nos expertes, donc Valérie Lecane, responsable de la coordination du pôle doctoral de Rennes et bientôt futur collège doctoral de Bretagne. Alors l'objectif des collèges doctoraux, c'est de faciliter la poursuite de carrières, dont la carrière hors académique des doctorants. Et puis, pour finir, Carole Lambert, référente équipe et talent au pool. Tu accompagnes les entreprises innovantes du territoire sur les problématiques de l'équipe fondatrice et la structuration des premières équipes. Tout un programme. C'est tout à fait ça. Bon. Alors, la première question, faut-il se lancer seul? Oui, non. J'ai envie de te la poser à toi, Aurélien, parce que lorsqu'on a échangé dans le cadre de cette préparation de table, tu m'as raconté une belle histoire de rencontre avec cet associé. Mais avant tout ça, j'ai envie de t'entendre sur est-ce qu'il faut entreprendre seul ou pas? Alors, dans mon cas, la réponse était non. En tout cas, moi, je ne le sentais pas de le faire tout seul. Pourquoi? Pour remettre un petit peu de contexte sur le parcours que moi j'ai pu suivre. J'étais précédemment, comme tu as pu le dire, ingénieur à INRIA, dans une équipe de recherche où je suis resté 7 ans. Et donc pendant 6 ans, j'étais ingénieur R&D et je faisais des projets de contrôle robotique par la vision par ordinateur, essentiellement pour des grands comptes de l'aéronautique, du Dassault, du Airbus, ce genre de personnes. Et puis sur ma dernière année, INRIA m'a donné la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de maturation technologique. Donc c'était de reprendre la technologie qu'on avait dans cette équipe de recherche et puis essayer de l'amener à un stade un peu plus produit, de l'appliquer à un marché pour, in fine, aller créer une start-up. Donc, au début, on s'imagine, on a un peu envie de tout faire, on se dit je vais être le CEO, je vais être le CTO, je vais prendre toutes les casquettes, et puis de fil en aiguille, on se rend compte que
avec un profil ingénieur et en ayant fait ça pendant 6 ans, on n'a pas toutes les compétences pour faire de l'entrepreneuriat. Donc, en plus de m'accompagner pendant cette année de maturation, INRIA m'a aussi inscrit à différentes formations. Donc, j'en ai suivi organisé par le Pool. Donc, c'était le booster de la French Tech, que ça s'appelait à cette époque. Et donc, j'ai commencé à suivre ces formations qui pouvaient m'apprendre un petit peu plus sur l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai aussi décidé de passer le message il faudrait que je trouve un associé parce que tout seul, moi, je maîtrise bien toute notre partie technique, mais alors là, tout le reste, je connaissais rien à ce moment-là. Donc j'ai commencé à apprendre. Par chance, j'ai passé le message pendant mes formations. J'ai dit, j'ai un projet, ça tourne autour de la robotique, de l'analyse d'image. J'aimerais bien l'appliquer au secteur agricole. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'intéressé? Et il y a eu une mise en relation qui s'est faite quand même assez rapidement avec c'est Stéphanie Fenchon qui connaissait Alban, mon associé et cofondateur, et qui nous a dit, c'est bizarre, il m'a passé un petit peu le même message. Il m'a dit qu'il cherchait un projet un peu similaire et je pense que ça vaut le coup que vous vous rencontrez. Et puis on s'est rencontrés, donc au début on prend un verre, on n'ose pas trop, on se connaît pas, et puis on se dit on va quand même passer quelques mois à travailler ensemble. Et ça c'était tout début 2017, et puis assez rapidement on était tous les deux à 100% sur le projet, et puis les premiers clients assignés sont arrivés en tout début 2018, et c'est là qu'on a décidé de créer Dilepix. Ok, belle histoire dans tous les cas, Aurélien. Frédéric, alors lorsque on s'arrête un peu sur ton parcours, on se dit mais Frédéric, il n'a pas besoin de compétences, il a toutes les casquettes, il est passé par tellement de fonctions différentes et variées que je pensais que tu m'auras répondu que finalement, entreprendre seul, c'est quand même beaucoup plus facile lorsqu'on a toutes les compétences. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors, j'ai certes beaucoup de compétences, mais j'avais aussi des manques. Donc, la première chose, c'est d'être conscient des manques que l'on a. Voilà, et je les avais parfaitement identifiés. Alors, je ne vais pas forcément les livrer là, d'accord, devant tout le monde. Mais par exemple, le monde de la start-up, moi, m'était inconnu. Je connaissais des grands groupes, je connaissais des entreprises unipersonnelles, j'en avais eu une, mais la start-up, je ne connaissais pas. Donc, par exemple, le parcours de financement d'une start-up m'était totalement inconnu. Donc voilà, c'est un des manques que je peux communiquer devant tout le monde. Mais on a tous, évidemment, quand on se lance dans une entreprise de ce genre, le fait qu'il faut être conscient déjà de ce qu'on sait et surtout de ce qu'on ne sait pas. Et quand je me suis posé en me disant, alors, déjà je ne suis pas le créateur de Sensine, il y a eu d'autres gens qui sont venus avant, donc moi je suis arrivé après dans l'histoire. Mais si j'avais eu à le faire, de toute façon dans cette situation-là, je ne serais pas parti seul, pour être très clair, parce que je connaissais mes manques. Et puis voilà, donc financement de l'innovation, start-up, des choses qui sont d'ailleurs sur la science et la technique. Voilà, l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas dans mon cœur de compétences scientifiques, donc je me serais associé à des compétences scientifiques du domaine. Donc vous voyez, je pense qu'on a rarement en fait l'ensemble de la palette malgré l'expérience, pour être très clair. Voilà, donc ça c'est une partie de la réponse. Et puis après, alors je ne sais plus trop où était la question, mais je voulais un truc que j'avais envie de dire, c'est que souvent dans une entreprise, en fait, il y a des moments plus critiques les uns que les autres. Et dans les moments critiques, je dirais, il est bien de ne pas être seul. Voilà. C'est pas mal de pouvoir partager des moments de crise ou des moments critiques. Alors évidemment, on peut le partager avec toute une entreprise, des salariés, ainsi de suite, mais il y a des choses qu'on ne partage pas. On le partage qu'avec des gens qui sont dans le même bateau que nous. Donc c'est important d'avoir quelqu'un dans le même bateau, qui a aussi de l'argent dans la société, avec qui on peut partager des moments un peu tendus. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça répond totalement, mais je ne serais pas parti seul en tout cas, ça c'est clair. Ça répond, et je pense que ça permet aussi peut-être d'éviter de polluer la cellule familiale aussi. Le fait d'avoir des associés, au moins on peut parler des problématiques d'entreprise et puis peut-être arriver avec la tête peut-être un peu plus légère, mais je ne sais pas si c'est toujours possible qu'on est entrepreneur, mais dans tous les cas, d'avoir un petit fardeau en moins lorsqu'on rentre à la maison. Ouais, faire son effet miroir avec son épouse tous les soirs, effectivement, il faut mieux le faire avec un associé. Voilà. Ou sur d'autres sujets. Merci Frédéric. Alors Carole, on voit bien que s'associer, c'est quand même une des bonnes solutions. Pour autant, c'est pas simple de s'associer, c'est comme trouver le bon partenaire, ça peut prendre du temps. Et puis il faut trouver aussi les opportunités. Moi, j'ai envie que tu partages un peu ton expérience sur les moyens qui permettent soit de compenser l'absence d'un associé, et puis plus largement, quels sont aussi les dispositifs qui permettent de faciliter et de trouver un associé. Oui, alors au niveau de la région Bretagne, l'ensemble des technopoles finalement accompagnent les porteurs de projets pour répondre à cette question de comment compléter l'équipe fondatrice.
l'équipe fondatrice. Et donc, effectivement, on va accompagner sur un premier dispositif qui est la recherche d'associés. On va travailler avec l'équipe fondatrice justement de la définition du besoin jusqu'au parcours de fiançailles. Donc, entre-temps, il va y avoir des recherches de candidature, de lecture de CV, des entretiens. Et un deuxième dispositif qu'on va mettre en place, parce qu'on sait très bien que la recherche d'associés, c'est un process qui peut être long, qui peut être complexe. Et donc là, on va proposer aux porteurs de projets de s'entourer le plus tôt possible en constituant un advisory board. Donc un advisory board, c'est quoi? C'est un conseil consultatif constitué de 2 à 4 personnes sur un temps donné. Et là, on va chercher à entourer le projet finalement d'expertise manquante pour l'aider à avancer et peut-être, in fine, aussi trouver un associé. Donc ces dispositifs, on les a mis en place, on propose effectivement une méthode, des documents, mais au-delà de ça, on va également aller utiliser des outils comme la plateforme Tandem de BPI qui est dédiée à la recherche d'associés, ou la plateforme Tango dédiée à la recherche d'advisors. Et donc là, on va pouvoir rédiger, diffuser des annonces, gérer également son process et ses candidatures. On va également proposer aux porteurs de projets de participer à des événements de matching et également dans les prochains mois, par exemple, organiser des événements de matching sur la thématique de la recherche d'advisors. Très bien, donc on se rend bien compte, là, si on clôture un peu cette première question d'entreprendre seul, c'est pas que c'était pas possible, mais c'est que c'est plus facilitant dans tous les cas de pouvoir le faire à plusieurs, soit en trouvant le bon associé, soit en s'appuyant dans tous les cas au démarrage sur un réseau de partenaires. Et c'est vrai qu'on a la chance en Bretagne d'avoir un réseau vraiment important et efficace qui permettent d'accompagner quelque part à tout niveau de maturation de l'entreprise, je dirais de l'idéation avec Pépite Bretagne jusqu'aux accélérateurs qu'on connaît bien et notamment ceux du pool. Et juste pour rebondir un peu sur ce que disait François tout à l'heure, je pense qu'au-delà de pouvoir associer des compétences, et on va y venir, il faut aussi partager la vision et la valeur. Et ce que j'ai aimé dans ce que disait François, c'est finalement avant d'évoquer les compétences complémentaires, tu as évoqué la vision et les valeurs, et je pense que c'est peut-être la première chose à faire dans tous les cas lorsqu'on fait une rencontre. Donc ça me permet de glisser tout doucement justement vers cette question de mais quelles sont les compétences pour entreprendre et comment les acquérir lorsqu'on est chercheur. Donc Frédéric, de par ton expérience et puis finalement ta complémentarité avec les associés, là encore on a échangé sur ce sujet-là dans le cadre de la préparation de ces tables rondes, et je voudrais que tu puisses exprimer quelles sont pour toi les compétences essentielles en termes de savoir-être peut-être avant tout qui permettent d'entreprendre et de prendre le risque d'entreprendre. Alors, les compétences de savoir-être. Alors, je dirais, là, je reviens un peu sur la notion de... Je reviens inévitablement sur la notion de valeur. Dans le savoir-être, évidemment, lorsqu'on est plusieurs dans une même embarcation, il y a une compétence absolument indispensable qui est l'écoute. Ça, c'est la première, elle est super importante. C'est-à-dire que si on se rend compte dans les premiers échanges ensemble que globalement, les associés ne s'écoutent pas... je pense qu'il faut très vite mettre un petit point d'arrêt ou de se dire qu'on aura du mal à aller ensemble très très loin. Surtout que l'écoute dépend du niveau de stress que l'on a dans la situation. Et il faut se dire que quand on part dans une embarcation qui s'appelle une société deep tech, des moments d'interrogation, de stress, il y en a quelques-uns. Donc là, il va falloir que l'écoute puisse se jouer. Ça, c'est important. Alors après, ça, on est sur le savoir-être, qui pour moi est fondamental. Après, il faut vérifier quand même qu'on a les mêmes approches managériales, parce qu'un jour, on aura des équipes. Et les compétences managériales, elles peuvent être très différentes. Enfin, je veux dire, les valeurs managériales peuvent être très différentes d'un associé à un autre. Donc, je pense qu'il faut quand même vérifier que quand on embarquera une équipe, on ne sera pas en mode... il y a le mode autocratique, il y a le mode participatif. Il faut vérifier qu'on a à peu près la même vision des choses, puisqu'un jour, les salariés arriveront. Voilà. Donc ça, c'est un point qui pour moi est majeur. Là, on est alors à la fois dans le savoir-être et dans les valeurs. Donc ça, il faut les valider avant. Il y a un petit sujet aussi dans les associations qui est important, c'est le rapport à l'argent. Ça, on en parle peu, mais un jour arrive le fait qu'il y a des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, peut-être un jour des millions. C'est quelle est la relation ou la peur ou l'angoisse vis-à-vis du système monétaire et des engagements qu'il va falloir prendre
Ça vaut peut-être le coup de se poser la question au début, plutôt que au moment où on le vit de façon critique. Donc là, je suis sur des choses qui sont voilà, des expériences qui ont été parfois des freins. Voilà, il faut valider tout ça, c'est important. Voilà. Donc ça, on est sur le savoir-être. Et puis après, il y a la notion de compétence, vraiment la compétence, quoi. C'est-à-dire, est-ce que finalement le puzzle existe ou est-ce qu'on est 5 à être au même endroit, quoi. Techniquement, par exemple, une entreprise qui se fonderait sur 4 partenaires très techniques et scientifiques, ça fait beaucoup de discussions techniques et scientifiques, des fois sans fin. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour dire, il y a quelques comme ça, des choses que j'ai retenues qui permettent de favoriser, ou au contraire de partir avec quelques séances animées du soir et de la nuit. Voilà. Tu parlais aussi, il y a une notion qui était très importante en termes de savoir-être, c'est la capacité, l'empathie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? L'empathie, alors oui, je l'ai mis sous 2 angles, l'empathie. Je l'ai mis souvent, la difficulté surtout, on vient d'un domaine de la recherche. On est généralement passionné par ce qu'on fait. On y a passé du temps, des années, des thèses. Je n'ai pas fait de thèse, mais je le lis bien. C'est qu'en fait, on a passé on est très focalisé sur son sujet. Évidemment, on en est un peu amoureux, voilà, sur son sujet. Donc, on est persuadé que son sujet, évidemment, il va répondre à un besoin que tout le monde attend depuis une éternité, évidemment. Et qu'avant nous, qu'on est là avant tout pour accomplir une mission de remplir un problème, de résoudre un problème plutôt avec une techno. Voilà. Ça, c'est le côté amoureux de la techno. Et généralement, on manque à ce moment-là un peu d'empathie, c'est-à-dire qu'on vient avec une solution en étant persuadé qu'elle va tout résoudre, et puis qu'en plus, il y a un marché qui évidemment est très ouvert et qui va accepter la technologie. Donc si on n'y fait pas gaffe, si on n'a pas un peu d'empathie, et donc notamment des compétences en commercial et en marketing, qui peuvent être associées finalement, le risque, c'est de se confronter au marché et de croire qu'on va résoudre le problème, qu'on va le résoudre avec un grand marché devant soi, alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de marché. Donc il est bien d'avoir de l'empathie et de retourner la chose et de regarder en quel point notre techno et notre marché, il est vu de l'usage, vu de l'usager, il a un sens, il a une quantité. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pouvoir retourner la table en fait. Et ça, c'est bien de s'associer du coup avec quelqu'un qui a une écoute à nouveau, mais plutôt marketing et commercial. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Merci Frédéric. Aurélien, s'il y avait 2 compétences entrepreneuriales que tu voudrais mettre en lumière aujourd'hui, ça serait quoi? Déjà, je vais rebondir sur ce qui a été dit avant. C'est vrai que l'écoute et l'empathie, je pense qu'il faut vraiment le considérer à tous les moments du parcours entrepreneurial. C'est-à-dire qu'on l'a dès le début parce que c'est le moment où on cherche son associé. Il faut être à l'écoute, on ne va pas essayer de lui imposer quelque chose comme il ne va pas nous imposer quelque chose. Et c'est toute une communication qui doit se mettre en place. Et puis, on en a beaucoup parlé dans les tables rondes précédentes. On va être aussi amené à être formé, à acquérir de nouvelles compétences. Il faut aller les chercher, il faut aller écouter ce qu'on peut nous apporter dans l'écosystème pour un peu solidifier son projet. Et puis, je rebondis aussi sur la partie empathique, c'est sur le fait qu'on est amoureux de sa techno. Il faut aussi bien comprendre qu'on est en train de monter son entreprise, mais on n'est pas en train de devenir le salarié de son entreprise. Ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment, on risque de recruter des personnes qui sont bien plus pointues et bien plus expertes que nous sur des domaines particuliers. Et il faut aussi savoir les écouter parce que c'est eux qui vont driver un petit peu la roadmap de cette entreprise. Donc je pense que vraiment l'écoute, elle arrive comme ça à toutes les étapes d'évolution de l'entreprise. Puis si j'ai envie de mettre une deuxième compétence en avant, je disais qu'il ne faut pas avoir peur de l'adaptation. Ça fait un petit peu écho à ce que je viens de dire avant, c'est que au départ, on démarre et on est peut-être 1, 2, plusieurs associés. Et puis, on a plusieurs casquettes. On était déjà peut-être que technique à la base. Puis bon, d'un coup, il faut qu'on participe à plein d'événements, qu'on commence à être entrepreneur, qu'on touche un peu à la finance pour pouvoir un peu quand même pouvoir échanger avec son associé. Donc, on doit toucher à plein de choses qu'on n'avait pas l'habitude de toucher auparavant. Et puis viennent les premiers financements, on commence à avoir un premier salarié, et puis plusieurs, et puis il commence à y avoir des pôles de compétences qui se créent. Et puis on doit toujours s'adapter et être capable de déléguer aussi, parce qu'à un moment, il y a des choses, on ne peut plus tout faire, il faut laisser les autres faire, et puis il faut peut-être aussi leur laisser leur plage de décision sur leurs actions. Et ça, il faut le faire assez rapidement, parce que je ne sais pas si... Quand on est salarié, on prend un nouveau job. Il y a une période d'adaptation. Ça va peut-être être plusieurs mois pour se mettre un peu dans le bain de comment une entreprise fonctionne. Et ça, c'est pour bien comprendre ses missions. Là, il faut être conscient que quand on est entrepreneur, ces missions, elles vont changer tous les 3, 4, 5 mois.
Et ça, il faut être capable de le supporter. Il faut s'adapter, il faut savoir déléguer, et puis savoir passer un peu la main aux nouvelles personnes qui arrivent dans l'entreprise. Très bien. Donc, adaptation, empathie, notamment. Valérie, à la lumière de ce que tu peux faire au quotidien, en quoi les compétences finalement qui sont développées par les doctorants, les chercheurs, peuvent faire écho aux compétences qui sont nécessaires pour entreprendre? Eh bien, en fait, ce qui se passe dans mon activité de tous les jours, c'est déjà mobiliser les doctorants pour aller, pourquoi pas, vers une entreprise, pourquoi pas créer une entreprise. Donc, ma difficulté aujourd'hui, c'est de dire, bah si, vous les docteurs, vous avez toute votre place dans votre entreprise. La difficulté, c'est prendre conscience de vos compétences, de pouvoir les identifier et en parler. Donc, aujourd'hui, le Deep Tech, c'est là pour vous. Donc, je suis très contente. On a une 50aine de doctorants qui sont présents parce qu'on essaye de vous faire prendre conscience que ce que vous faites, que vous allez venir dans ce genre de formation, on va vous sensibiliser et vous dire pourquoi pas moi. Toutes les expériences, tous les exemples qui ont été dits dans la journée, c'est vraiment là pour vous donner envie. Alors, ces compétences, eh bien, vous en avez beaucoup. On a la chance, depuis février 2019, le doctorat est intégré au répertoire national de la certification professionnelle. Or, on sait très bien que jusqu'au master, on avait ce document-là qui était indispensable pour connaître les compétences d'un diplôme, ce qu'on n'avait pas pour le doctorat, puisque le doctorat est un diplôme académique, et donc automatiquement, on passait enseignant-chercheur. Donc ça va vous permettre aussi d'identifier vos compétences. Toutes les formations que vous allez suivre, puisqu'on va vous proposer, alors pour tous les doctorants rennais, c'est vrai que je cible un peu mon discours par rapport aux doctorants, parce que ce sont nos chefs d'entreprise de demain, et ils vont avoir 3 ans d'expérience, mais maintenant, il faut qu'ils suivent aussi 100 heures de formation, en plus de la soutenance de leur thèse. Et dans ces formations, on va vous proposer justement de connaître, de se sensibiliser à l'entrepreneuriat, de faire des formations actions, et donc d'acquérir ces compétences ou au moins en prendre conscience. Parce que souvent, vous avez quand même beaucoup de compétences que vous n'avez pas conscience. Oui, je répète toujours la même chose, mais c'est ça qui est important. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour essayer de dire aux doctorants, mais venez essayer. Vous avez vu les parcours qu'on vous a présentés aujourd'hui. C'est passionnant. Vous avez toute votre légitimité sur ces actions. Alors, non seulement on vous forme, on vous donne des clés, venez aux formations, mais on est en train de former aussi les encadrants de thèse pour qu'eux aussi aient un discours pour vous aider. Parce que quand vous vous retrouvez face aux poules, BPI, les technopoles, eh bien tout ça, Pépite, en fait, vous ne connaissez pas tous ces organismes. Et là, en rentrant dans ces formations, on vous fait rentrer dans un réseau et on vous fait aller vers les bons interlocuteurs pour vous aider justement à créer et d'aller un jour créer une start-up. Et en effet, les compétences, vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences, c'est bien des compétences complémentaires que vous allez faire avec des équipes et surtout, en fait, le mot d'ordre qui a été dit ce matin plusieurs fois, simplement oser les compétences, vous les avez et où on peut vous les faire acquérir. Merci Valérie, c'est un beau discours positif et c'est vrai qu'il faut parfois prendre conscience de ses compétences et avoir confiance. Et c'est pas si simple que ça. Dans la culture, on en parlait tout à l'heure en aparté au café, là, on se disait que la culture française avait quand même la dent dure vis-à-vis de l'échec et on avait toujours peur de se planter. Et donc du coup, comme on a peur de se planter, on ne fait pas quoi. Mais qui est sûr qu'à 99%, peut-être que 1% de chance de réussir, ça peut-être déjà valoir le coup d'entreprendre. C'est surtout important, et puis de voir ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des docteurs, 3 ans après avoir soutenu, vont travailler dans le monde de l'entreprise privée en Bretagne. Donc toutes ces clés, cette compréhension, cette posture de nos futurs docteurs, chefs d'entreprise, ou travailler simplement dans une entreprise privée, c'est important que vous les ayez aussi. Merci. Carole, justement, pour prolonger cette logique de révélateur finalement des compétences qui sont déjà finalement acquises par les doctorants et les chercheurs, quels sont les parcours, les clés que tu peux évoquer ? Alors, en fait, des programmes, il y en a à chaque étape du processus entrepreneurial et chacun de ces programmes vise à la montée en compétences, pas uniquement sur des soft skills, mais aussi des hard skills.
Et donc là, on va avoir des programmes portés par les structures de valorisation avec de la prématuration, également des programmes portés par les technopoles, des programmes d'incubation, également des programmes régionaux comme Emergis ou le SIA Deep Tech Bretagne. Et là, on va retrouver des ateliers, des formations très concrètes qui visent justement cette montée en compétences entrepreneuriales. Alors pour vous donner des exemples, on va avoir des ateliers à la stratégie de financement, également des ateliers sur le business design, business model, également des ateliers sur le droit, les droits des sociétés. Et on va avoir également des ateliers pour rebondir sur ce que disait Frédéric, sur la culture et valeurs, posture du dirigeant, posture managériale. Et pour aller plus loin, on va aller jusqu'à l'accélération commerciale dans ce qu'on propose. L'objectif aussi de ces ateliers, ce que je peux dire, c'est que c'est d'aider les porteurs de projets et donc les doctorants, in fine, à se projeter dans le projet entrepreneurial et de se dire quelle sera ma place dans ce projet. Est-ce que c'est CEO? Est-ce que c'est CTO? Est-ce que c'est conseil scientifique? Ok. On voit bien que finalement, au-delà des compétences, il faut aussi pouvoir s'attribuer le bon rôle, sachant que je m'appuie aussi sur ce que tu dis, Aurélien. Le rôle d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, et que au regard de l'évolution de l'entreprise, eh bien, la position peut changer. D'ailleurs, lorsqu'on échangeait aussi, Carole, sur cette table ronde, tu as indiqué quelque chose qui était intéressant et qui devait finalement être une annexe au pacte d'associés. Est-ce que tu peux juste en parler 2 mots, si tu vois de quoi je Le parlais? parcours de fiançailles? Ouais. Oui, le parcours de fiançailles. Donc effectivement, là, on accompagne les porteurs de projets dans la recherche d'associés. Et le parcours de fiançailles, finalement, c'est un ensemble de moments où le porteur de projet va travailler avec ses futurs associés. Et ces temps de travail vont leur permettre de travailler effectivement sur des points concrets, techniques, mais aussi de leur apprendre à se connaître et de voir encore une fois s'ils partagent la même ambition, la même vision et les mêmes valeurs pour le projet. Et donc ça permet de sécuriser la relation et ensuite de pouvoir créer un pacte d'associés, déposer ce statut. Et puis ça sert aussi de document de référence. Quelques mois, quelques années plus tard, on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'on avait écrit au-delà du pacte d'associés qui est quand même très très juridique et qui parfois, lorsqu'on l'ouvre, c'est mauvais signe, hein, c'est que ça cristallise l'association. Donc voilà, merci dans tous les cas pour cet échange. Donc je pense que vous l'aurez résumé par vous-même, entreprendre à plusieurs ou avec un parterre de partenaires, c'est forcément une clé, non pas de réussite, mais tout de moins d'accélération et de pouvoir mener votre projet un peu plus sereinement, d'avoir les compétences, oui, bien évidemment, et vous en avez. Et je pense que la première des compétences des doctorants, c'est certainement la résilience, parce que le temps passé à écrire votre thèse, eh bien, moi je vous dis, je vous tire mon chapeau, parce que c'est un vrai travail et il faut avoir de la pugnacité. Et lorsqu'on est entrepreneur, il faut aussi avoir de la pugnacité, parce que on a beau écrire des jolis prévisionnels, ça se passe jamais comme sur le plan. Et donc, mais c'est ça aussi la belle aventure, c'est que si on savait tout ce qui allait se passer, on n'entreprendrait pas. Donc, entreprendre, c'est la liberté. Et la liberté, c'est aussi de se dire qu'on a le droit de se tromper. Donc voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Si. Une question. Alors, la bonne question. Il n'y a pas de question. Qui a un projet de créer une entreprise? On a une question au bout. Ah. Non, c'était juste levé. Sinon, moi j'ai une question peut-être Oui. sur laquelle je peux rebondir. Parce que vous avez parlé aussi du fait qu'il faut accepter de pas peut-être prendre toutes les casquettes et justement de s'entourer. Est-ce que vous aviez eu une certaine approche de comment on fait ce deuil-là, de se dire je peux pas être partout? Est-ce qu'il y a une manière d'aborder cette question-là? Très bonne question. Dans mon cas, c'est quand on se rend compte qu'il n'y a plus assez d'heures dans la semaine pour tout couvrir. Là, déjà, c'est un bon indicateur. Contre le mur. Il va commencer à falloir déléguer 2-3 trucs. Mais après, je pense que, dans notre cas, en tout cas, c'est venu assez naturellement au fur et à mesure où l'équipe a grandi.
Et là, on a commencé à créer des pôles de compétences où on a vu que chacun avait vraiment besoin d'être cadré pour pas qu'il y ait des missions qui se chevauchent entre deux profils. Et c'est à ce moment-là où on a vraiment commencé à réécrire un peu le périmètre de tout le monde. Et ça s'est fait assez naturellement au fur et à mesure des recrutements, quoi, finalement. Super, merci. Donc on sent que c'est un process, c'est une continuité, quoi. Il y a pas, donc il faut se lancer, quoi. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Je vous redonne la possibilité de vous exprimer. Ils sont timides, je crois. Et bien dans ce cas-là, peut-être qu'on va passer à la suite. On peut les applaudir, on les remercie. Merci à tous.